There's Blake to Roy. This is for the win. Drexler. Oh, no! It counts, and Drexler. The Portland Trailblazers select Damian Lillard. It's Lillard. He got the shot off. Lillard, good! And the Blazers win the series for the first time in 14 years! Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Ripcast, votre podcast dédié à la franchise NBA des Portland Trail Blazers. Et on a failli voir Damian Lillard et ses coéquipiers rester invaincus entre deux enregistrements du Ripcast. Ça aurait déjà été exceptionnel. Mais bon, décidément, il va toujours se passer quelque chose quand on affronte les équipes de Russell Westbrook. Mais bon, peu importe, ça va pas nous empêcher de parler de la très bonne passe de nos Blazers. D'autant que cet épisode vous est particulièrement réservé à vous les auditeurs, puisqu'on a décidé pour cet épisode de faire une grande FAQ, une grande foire aux questions. Donc évidemment, on va revenir sur l'actualité du moment, mais vous avez également voulu évoquer quelques sujets épineux, notamment à propos de l'avenir. On a vu que ça vous a beaucoup intéressé. Donc voilà, on va en parler. Et pour cela, j'accueille déjà avec moi Romain qui m'a dit avant l'enregistrement qu'il avait repéré de très bonnes questions. Donc il va certainement se faire un plaisir d'y répondre. Salut Romain. Salut les gars, salut Lilian, salut Julien. Et voilà, il l'a déjà présenté pour nous accompagner. Il y a celui qui ne manque jamais une occasion de se foutre de moi et de ma non-capacité à pouvoir regarder les matchs en pleine nuit. Oui, si vous suivez Blazers France, vous remarquez qu'on fait rarement des live tweets en pleine nuit pour commenter le match. Mais voilà, je suis pas rancunier. Il a le droit de revenir pour sa deuxième dans le podcast. Salut Julien. Salut Lilian, salut Romain. Alors, avant de débuter, un grand merci à vous, les auditeurs, et notamment ceux qui ont laissé des commentaires ces derniers temps sur YouTube. Ça nous fait très plaisir, à moi ainsi qu'à toute l'équipe du Ripcast. Donc, on vous remercie pour ça et n'hésitez pas également à nous proposer des améliorations sur les sujets qu'on évoque ou sur le format de l'émission. On est preneur de toutes vos recommandations. Donc, voilà. Mais assez pavoisé, il y a une longue liste de questions qui nous attend, messieurs. Alors, on est tout de suite parti pour ce 17e numéro du Ripcast spécial FAQ. Et on va tout de suite débuter avec l'actualité de nos Blazers, ce qu'ils font en ce moment. Les Blazers avaient enchaîné 6 victoires consécutives, une série qui s'est interrompue il y a quelques jours face aux Wizards, mais ça n'a pas empêché de voir Portland faire de très belles choses en l'absence, on le rappelle, de McCollum et de Nurkic. Mais donc cette belle période, est-ce que c'est un petit peu, on se demande si elle est partie pour durer ou si c'est juste un moment, et c'est justement, on va commencer avec la première question, c'est celle de Quentin. Le fait qu'on vive par notre adresse et qu'on soit dans le haut de la vague maintenant, ça ne serait pas l'arbre qui cache la forêt? Autrement dit, est-ce que nos soucis défensifs et le manque de passes décisives au global commencent à être corrigés, ou est-ce que c'est simplement une illusion grâce à en ce moment les dernières victoires? Je vais commencer avec toi, Romain. Est-ce que c'est une illusion pour l'instant cette belle série des Blazers, ou est-ce que ça va se poursuivre? Alors, c'est vrai, enfin, la question elle est assez vaste. Mais moi, Avant de te laisser répondre, c'est peut-être difficile, nous, en tant que fans, de répondre parce qu'on est un peu dans l'euphorie des victoires, mais en même temps, on se dit, est-ce que c'est vraiment, est-ce qu'on peut vraiment s'appuyer dessus et y croire pour construire sur le futur? ouais. Bah, moi, je pense quand même qu'on peut s'appuyer dessus. Je pense pas que ça soit qu'une illusion. On a vu quand même un peu de mieux, par exemple en défense. Bon, là, on dit ça après un match hier où ça a été un peu compliqué, mais on a quand même vu de la progression. Après, sur le côté adresse, j'ai envie de dire que, pour moi, on continuera de mettre des points, peu importe notre adresse. On a trop de joueurs capables de marquer, et même s'il y en a qui sur une soirée ils sont pas bien, tout le monde ne peut pas être pas bien en même temps, quoi. C'est impossible avec les shooters qu'on a. Par contre, c'est vrai que mon opinion personnelle, c'est que contre des grosses défenses bien organisées, c'est vrai que parfois on manque d'alternance, on manque un peu de surprise.
Et si tu es dans un jour où effectivement ça rentre un peu moins bien, ça se complique. Mais comment dire, en régulière, pour gagner des matchs, je pense pas que ça posera tant de problèmes que ça. Toi, Julien, t'es du même avis que Romain, ou tu penses que ça va pas forcément durer? Déjà, pour la question, il y avait notamment le manque d'assists. Donc oui, on est dernier de la ligue et j'ai regardé notamment ce paramètre-là depuis le début de la saison et c'est en baisse constante depuis le début de la saison. Là, on est sur le mois de février, qui est notre période la plus faste. On est qu'à 18 passes de moyenne. Donc non, c'est pas forcément un paramètre qui s'améliore. Après, oui, je pense pas qu'en saison régulière, ça changera. On a toujours été une équipe solide. On a Lillard qui step up. On a des jeunes, je pense qu'on va reparler plus tard, qui step up. Donc, offensivement, on pourra toujours mettre des points. Et même de l'autre côté, même si là, je vois sur le mois de février, on prend toujours quand même quelques vagues offensives. Il y a quand même, par exemple, Robert Covington qui fait quand même du bon travail défensivement sur ces derniers matchs. Derrick Jones, toujours aussi sérieux, toujours aussi présent de ce côté-là. Donc, je pense que ça peut durer, oui. Après, oui, à voir quand les choses se gâteront, si par exemple on tombe contre une grosse team en playoff. Et oui, et quand tu as parlé notamment de l'adresse en ce moment des Blazers, qui est plutôt pas mal, mais au final, elle est pas forcément beaucoup plus élevée qu'en début de saison. Pour les Blazers sur les 15 derniers matchs, donc c'est en gros l'absence de McCollum qui est absent depuis 16 matchs. On tourne à 39,8% au tir à 3 points, soit le 5e pourcentage de la ligue. Ce qui est globalement le pourcentage qu'on avait en début de saison, mais c'est surtout les tirs pris à 3 points qui ont un tout petit peu augmenté. Et donc, c'est plutôt intéressant de pouvoir maintenir ce taux à 3 points tout en prenant un peu plus. Et en fait, tout ce que McCollum réussissait en début de saison dans son amélioration du shoot à 3 points, c'est ce qu'a pris Gary Trent Jr., Anthony Simons. Ils ont pris le relais avec une efficacité qui est la même. Donc, potentiellement, ça peut durer, surtout quand on voit Gary qui enchaîne les matchs sans vraiment baisse de régime. Et pour rebondir sur un des autres points que soulevait Quentin, le manque d'assists, ça, c'est pas vraiment nouveau. À Portland, Terry Stotts privilégie toujours des systèmes où on se passe peu la balle pour éviter… Alors déjà, parce que ces systèmes sont souvent basés sur de l'isolation et ça évite également aux équipes adverses de récupérer des points rapides, enfin de pouvoir profiter des pertes de balles de Portland pour marquer des points rapides. Donc voilà, il y a peu d'assists, mais en même temps, il y a peu de pertes de balles. Donc on va dire que dans un sens, ça se compense. Et voilà, après, est-ce que c'est l'arbre qui cache la forêt ? Pour moi, je pense que c'est surtout, tu le soulevais, Romain, c'est surtout le calendrier. En fait, on n'a pas non plus joué des équipes du haut de tableau. Et on le voit, certes, on a gagné 2 fois contre les Sixers. Mais quand on voit le niveau de l'Est, on se dit que c'est toujours possible, surtout quand il y a Lillard qui nous sort un gros match, même si une des rencontres face aux Sixers, il y avait beaucoup d'absents. Mais il y a un peu cette phrase, dis-moi qui tu bats et je te dirai un peu quel niveau tu as. Les Blazers, ils ont battu beaucoup d'équipes qui sont quand même normalement inférieures à elles, même s'il n'y a pas McCollum, même s'il n'y a pas Nurkic. Donc en soi, c'était déjà bien de les battre parce qu'on a vu qu'en début de saison, c'était pas forcément le cas. Mais c'est pas non plus une surprise que Portland ait enchaîné cette belle série de victoires. Donc voilà, je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter sur ce que j'ai pu dire. Sinon, on peut… Vas-y, allez-y. Non, juste au niveau du calendrier, tu fais bien en parler parce que les 3 prochains matchs, c'est contre quand même 3 grosses équipes de l'Ouest, quand même assez sérieuses, qui sont en playoff pour l'instant. Phoenix, Denver et Lakers. Donc là, déjà, on va voir si défensivement, on tient le coup. Et offensivement, on l'a dit, on ne se fait pas de soucis. Et si défensivement, on arrive à limiter ces 3 équipes-là. Ouais, ça permet d'enchaîner avec une question de Tic-Tac qui nous demandait est-ce que vous êtes pessimiste quant à notre deuxième partie de la saison au vu de notre calendrier qui sera relevé? Alors, je pense déjà qu'il fait allusion au calendrier post-All-Star Game qui n'est pas encore révélé, mais quand on voit déjà le calendrier plutôt facile et
les nombres de matchs à domicile qu'on a joués, on en jouera beaucoup plus à l'extérieur lors de la deuxième partie de saison. Donc, je pense qu'il veut déjà avancer là-dessus. Bon, on le connaît pas pour l'instant, donc difficile de s'y atteler. Mais voilà, tu l'évoquais, Julien. Déjà, je pense que la semaine prochaine, on a 3 matchs face à Phoenix, qui a quasiment le même bilan que nous, face à Denver, qui est en difficulté, mais qui a quand même qui relève la tête depuis quelques semaines, et face aux Lakers. Et je pense que cette semaine qui va venir, va donner un indicateur sur ce qu'est vraiment cette équipe de Portland sans 2 de ses lieutenants et face à allez, on va dire, bon, c'est pas des grosses défenses, mais il va falloir quand même, rien que s'imposer sera déjà une belle chose. On va dire, si les Blazers font 2 sur 3, ce serait déjà très bien. Donc je sais pas, est-ce que toi aussi, Romain, tu vois la semaine qui arrive comme un peu décisive pour juger réellement de la forme de l'équipe actuellement? Ouais, bien sûr, bien sûr. On voit en ce moment Phoenix, ils sont un peu comme nous, hein, ils sont bien. Ils ont tapé des grosses équipes. Les Lakers, bon après, je sais pas si non, a priori il sera pas là, Non, il Anthony sera pas Davis. là. Bon, ça c'est peut-être un peu moins un test, mais après, et en plus après Denver, franchement, si on peut les taper pour les mettre un peu plus loin, ça ferait du bien, quoi. Et pour moi, c'est un bon test parce que on parlait de notre attaque et typiquement, les fois où on a eu un peu de mal, c'est contre les défenses un peu organisées, un peu rigoureuses. Et Phoenix, je prends Phoenix typiquement, ils défendent plutôt bien. Et donc, on va voir en fait si on était juste en feu parce que le calendrier nous le permettait ou si on est capable de répéter ce type de performance, quoi. Ouais. Et il y a peut-être un problème qui va se poser sur ces 3 prochains matchs. Et j'en viens à la question de Ficus Crumble. Pensez-vous que la raquette va devenir un problème à terme? Alors, en parlant de ça, il parle bien sûr de la récente blessure d'Harry Giles. D'ailleurs, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il a, donc c'est pour ça qu'on s'inquiète. Est-ce que ça va nous forcer à faire du small ball et encore plus que d'habitude à s'appuyer sur notre adresse à 3 points? Il rajoute qu'on ne dispose que d'un bon counter, mais Giles, voilà, est décevant et en plus pour le moment blessé. Et on ne sait pas quand vont revenir Nurkic et Collins. Est-ce que vous pensez que là, ça va, au fur et à mesure, si l'absence de Giles se confirme dans la durée, est-ce que ça va peser pour Portland, Julien? Bah ouais, c'est sûr. Déjà là, on parle de Denver, où il y a un certain Nikola Jokic, je pense qu'il va quand même bien se faire plaisir face à Kanter et notre secteur intérieur en général. Et sinon, bah oui, le fait qu'on joue small ball, on dépend encore un peu plus de notre résultat à 3 points. Après voilà, on est cinquième, je crois, au niveau de la réussite de la ligue. Donc ok, on doit accentuer une de nos forces, donc c'est pas vraiment un problème. C'est plus défensivement le souci. Là, on voit aussi il y a Houston qui est prêt à lâcher Cousins. Alors, est-ce que ce serait une piste à aller chercher? Je sais pas. Après, Guy, c'est décevant. C'est un peu léger derrière Cantor, mais au bout d'un moment, Nurkic va revenir, donc ça devrait aller quand même dans le futur. Julien nous remémore la hot take de la preview de la saison quand on parlait potentiellement de faire venir Cousins. Donc voilà, bon, pourquoi pas. Je suis pas vraiment chaud à l'idée, mais pourquoi pas. Mais surtout que je trouve que ces derniers temps, Covington et Jones Jr. font plutôt le taf, notamment défensivement. On sent concernant Covington, moi je sens une véritable progression, et là pour le coup, que ce soit des 2 côtés du terrain. Et il y avait une stat, je l'ai pas noté, je l'ai pas forcément en tête, mais où on avait Covington et Jones Jr. qui tournaient je crois sur les 3 derniers matchs à plus de 10 interceptions et 10 contres. Et moi, j'ai vraiment bien aimé le travail de Covington, notamment au poste de pivot. Il a bien contenu certains pivots adverses, notamment on n'a pas joué non plus des équipes qui ont des pivots de moindre qualité. New Orleans, rien qu'avec Zion Williamson à contenir, c'était déjà pas mal. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu penses justement de ce duo-là en ce moment, Romain, dans cette configuration small ball? Bah, moi, j'aime bien, hein. Notamment parce que Rocco, comme tu l'as dit, il a step up vraiment offensivement et même défensivement, en fait. C'est comme si le fait de remettre quelques paniers, ça l'avait un peu ça l'avait Bloqué. boosté, quoi. Ouais.
Et du coup, franchement, quand il est à son max, il nous change quand même le visage défensif de l'équipe, quoi. Même si on reste un peu laxiste, etc. Mais lui, on sent vraiment que il est très fort, quoi. Et on avait déjà eu ce débat sur quel type de défenseur étaient Rocco et DJ. Et on disait peut-être qu'ils sont moins des défenseurs collectifs, mais plutôt capables de faire des grosses actions, quoi. Mais je crois qu'en fait, Rocco, il peut faire les deux, en Il fait fait. un peu des deux, Rocco. Ouais, Il fait des actions décisives et en même temps, tout au long ces derniers temps, tout au long d'un match, il a un impact considérable. ouais, je suis d'accord. Ouais. On passe pas tout de suite au gros sujet de ce podcast qui est un potentiel trade autour de Gary Trent Jr. ou CJ McCollum. C'est Enzo qui nous pose cette question. C'est après ces enchaînements de victoires, justement, est-ce qu'on peut craindre que le retour des blessés, alors qui sera certainement post-All-Star Game, déséquilibre les bons résultats? Si vous aviez un jeune potentiel à garder, ce serait qui? Alors parmi les jeunes potentiels, bien sûr, il nous mentionne JTG, Simons, mais également Little et Giles. Alors vous, quel jeune vous garderiez? Bon, après, on n'est pas forcément obligé de parler de Gary et Anferny parce que je pense qu'ils vont rester. C'est peut-être leur rôle qui vont changer. On en parlera peut-être un peu, mais j'ai peut-être envie qu'on parle de Nassir Little parce que sur les quelques bouts de match qu'il a eu à jouer, je l'ai trouvé très intéressant. Qu'est-ce que t'en penses, Julien? Ouais, moi j'aime beaucoup Nassir Little, vraiment. On voit vraiment qu'il a progressé depuis l'année dernière, notamment au niveau de son shoot et même au niveau de la mécanique. Ça a l'air d'être un tir un peu plus fluide et il met un peu plus dedans, tout simplement. Et bon, ça se voit qu'il est quand même assez frustré, notamment dans le maniement de balle. Quand il pose un dribble, bon, tu transpires un peu, quoi, tu ne sais pas trop ce qui va se passer. Mais je pense qu'il y a quand même un potentiel à développer qui peut être intéressant autour de Nassir Little. Et concernant Giles, bon, j'avoue que je suis un peu plus sceptique. Il enchaîne les blessures, alors il est encore assez jeune, que dans le futur, c'est très compliqué de continuer avec lui, je pense. Ouais, puis on en parlait dans le précédent podcast qu'il avait beaucoup de mal à contenir les intérieurs adverses et ça n'a pas vraiment changé en dernier temps. Bon, en plus, il s'est blessé, donc voilà. Mais bon, ouais, difficile d'évaluer Giles pour le moment. Et c'est vrai que Nassir Little, c'est intéressant parce qu'en plus, il joue pas forcément à tous les matchs. C'est plutôt en fonction des absences de Hood ou de d'autres. Mais j'aimais bien la comparer. Il y a des spécialistes américains qui disaient que maintenant, on a l'impression que Nassir Little est devenu un knockdown shooter, c'est-à-dire un type sur qui on peut compter pour qu'il mette notamment des tirs à 3 points, ce qui n'était pas forcément le cas avant, mais on savait qu'il avait travaillé là-dessus. Mais on sent que maintenant, il y a une véritable fiabilité avec son tir. Et c'est très intéressant qu'on puisse faire appel à lui en toutes circonstances et qu'il réponde présent. Donc, je ne sais pas si tu avais un mot à rajouter sur Little, Romain. Bah non, je suis d'accord avec vous, hein. Les rares fois où il a pu s'exprimer, où il a eu le temps, il nous a fait plaisir. Et puis en plus, il apporte quelque chose physiquement aussi, quoi, sans vraiment savoir s'il est très bon en défense. Il a au moins cette énergie, cet impact physique qui nous fait que du bien, quoi. Et concernant la question, la première, c'était si les blessés en revenant pouvaient en gros déséquilibrer le rythme de l'équipe. Moi, c'est vrai que c'est un peu un doute que j'ai, c'est que alors on a un légèrement step-up en défense et j'ai envie de voir si le retour de CJ comment ça se passe, quoi. Est-ce qu'on redescend un peu, quoi, ou pas par rapport à ce qu'apporte Gary. Donc ça, c'est ma petite inquiétude, mais sinon, ça nous fera du bien. Plus on a de talent, mieux c'est quand même. Ouais, c'est vrai, pour l'instant, c'est intéressant, mais je me faisais la réflexion sur les derniers matchs. Le 5 qui finissait, c'était quand même un 5 où on alignait Lillard, Simons et Gary. Et en fait, on se dit que Simons, en gros, il prend la place de McCollum. Moi, je me disais que ce genre de line-up, c'est pas vraiment viable avec Simons surtout. Enfin, avec Lillard et Simons en défense. Et au final, Terry Stotts joue là-dessus. Et bon, pour l'instant, ça marche plutôt bien. Donc, on pourrait se dire que McCollum pourrait prendre la place de Simons et que ça pourrait également coïncider. Après, voilà, c'est sur 48 minutes que l'interrogation se pose. Surtout que, en plus des retours qu'il va y avoir, il y a également les interrogations. Est-ce que Hood va à un moment step up? On va en parler un peu plus tard.
Voilà, c'est vrai il va y avoir des questions pour Stotts, mais on le savait qu'il avait un effectif riche cette année et que ce genre de problématique pouvait se poser. Donc voilà, on va voir comment faudra aviser de cela quand les blessés justement seront de retour. On passe désormais au gros thème de cette FAQ et ça tourne autour de deux hommes, CJ McCollum et Gary Trent Jr. Alors, il y a beaucoup de questions qui en venaient au même point. Donc, j'en ai fait une question collégiale et elle est toute simple, messieurs. Faut-il miser sur Gary Trent Jr. plutôt que CJ McCollum? Alors, j'entends par là en misant dessus, c'est-à-dire faire de la place à Gary en tradant McCollum, ou alors peut-être que vous allez me dire l'inverse, il faut profiter de la forme actuelle de Gary et qui plus est dans sa dernière année de contrat pour le trader et récupérer quelque chose en échange. Alors, je vais commencer avec toi, Romain. Est-ce que tu mises sur Gary Trent Jr. si tu étais Neil Louchet maintenant? Moi, je mise sur Gary Trent Jr. Ce qu'il a montré récemment, c'est vraiment, en fait, c'est trop encourageant en fait. L'impression qu'il progresse tout le temps. Il ajoute encore des trucs à son jeu, même au niveau du dribble ou quoi, ça progresse et tout. Et, euh, et en fait, le truc, c'est pas tellement contre CJ, mais c'est plus contre son contrat, quoi, en fait. Euh, Son contrat bloque pas que Gary Trent, il bloque aussi potentiellement la re-signature d'autres joueurs. Et donc, en fait, euh, CJ en soi, il est excellent et il est peut-être même meilleur que Gary. C'est pas vraiment la question. En fait, c'est plus que euh, Gary, vu sa progression, ben, tu as envie de lui donner de la place. Tu as aussi peut-être envie de donner de la place à d'autres joueurs. Je pense notamment à Anferny. Et il y a aussi le fait que ben, Gary joue quand même un peu plus de défense. Et c'est peut-être au niveau sportif ce qui pourrait aussi, comment dire, précipiter ce choix, quoi. Hum, voilà, ça c'est un peu mon avis. Et toi, Julien, quel est ton regard là-dessus? Non, moi je suis d'accord avec Romain. S'il fallait miser sur un joueur, je miserais plutôt sur Gary. Bah, pour tous les éléments qu'a cité Romain, défensivement, je pense que CJ aimerait bien être au niveau de Gary, alors qu'il y a quand même une différence d'âge entre les deux. Gary, défensivement, c'est largement mieux que CJ. Offensivement, bah, on ne sait pas jusqu'où il peut aller. Il est encore tout jeune. Il doit avoir 22 ans, je crois, 22, 23 ans. C'est un second choix de draft. On ne sait pas jusqu'où il peut aller. Il ne faisait pas de match en match. Et justement, tu disais dans ta question qu'il fallait peut-être profiter de la forme actuelle de Gary pour avoir quelque chose. Moi, je pense justement la même chose, mais pour CJ. CJ, je pense qu'il n'a jamais été aussi fort cette saison. Et là, il a un contrat de All-Star. Donc, c'est peut-être la seule année où on peut avoir une réelle contrepartie en échange de CJ McCollum s'il fallait le trader, quoi. Eh bien, je vais me faire avocat de la défense. En fait, je pense que faut pas se séparer des deux. Pour cette saison, faut les garder les deux. Parce que c'est vrai qu'on pense, et c'est pas forcément un tort, surtout quand on est entre guillemets un petit marché comme Portland, quand on sait que notamment voilà des joueurs comme Gary sont en fin de contrat, on veut essayer de récupérer quelque chose, mais je pense que c'est une année, bon, c'est un peu une année pour le titre. Bon, on va dire c'est plutôt une année pour aller le plus loin possible, on va dire. Euh, et, et quel message, j'en parlais en off, mais quel message t'envoie à Lillard en tradant son lieutenant depuis tant d'années et au-delà de ce message, on sait que pour aller le plus loin possible, il faut parfois faire des choix compliqués. On sait que Lillard n'est pas forcément, peut pas forcément toujours les faire, mais en fait, qu'est-ce qu'on récupère? Est-ce qu'on peut récupérer vraiment un joueur meilleur que McCollum pour est-ce que là on peut récupérer? Vas-y, je vois Romain que tu veux réagir. Est-ce que là sur le marché, il y a un joueur qui me vient en tête, c'est Bradley Beal, d'accord, mais comment l'avoir? Après, alors il y a deux trucs.
Après, je pense pas qu'on puisse récupérer un élément du même niveau que CJ. Parce qu'avant de te laisser continuer, en fait, si vous misez sur Gary Trent Jr., est-ce que vous vous dites un peu que vous faites une croix sur cette année et que vous misez plutôt sur le moyen terme? Alors, voilà, c'était ça. Le premier point, c'est que effectivement, pour cette année, j'y touche pas. C'est des changements qui, pour moi, c'est des questions qui devront être posées à l'intersaison. Là, cette année, pour moi, on est parti comme ça. Et si tu traites CJ, ça fait vraiment trop de chamboulement pour une équipe qui est en plus bien partie. Ça me semble pas forcément pertinent de faire ça en cours de saison, quoi. Donc, c'est plutôt des choix de long terme qui doivent être posés à l'intersaison. Ensuite, je pense que pour CJ, effectivement, on récupérera jamais le joueur qu'il est. Parce que typiquement, c'est un joueur qui a on va dire, des spécialités qui sont très difficiles à trouver. C'est un mec qui peut, on l'a vu en demi-finale de conférence, prendre le ballon et aller scorer 30 points contre Denver, quoi. Donc ça, on le retrouvera sûrement pas. Par contre, avec un contrat de 30 millions, même si en échange, tu n'as pas un All-Star, tu peux peut-être avoir 2 ou 3 joueurs de complément qui vont faire que tu auras, on a déjà un très bon banc cette année, mais on va dire peut-être encore un meilleur banc ou alors des joueurs plus complémentaires, peut-être un peu meilleurs en défense. C'est plus à ça que je pensais. Après, si on est vraiment que dans une logique de trade et de récupérer quelque chose, alors effectivement, la meilleure solution, ça serait plutôt de trader Gary. Mais sur un plan sportif, pour moi, c'est Gary qu'il faut garder et CJ qu'il faut éventuellement se séparer. Et pourquoi on se pose ces questions? Parce que c'est sûr qu'avec la saison qu'est en train de nous délivrer Gary Trent Jr., il va certainement demander un gros contrat et il pourra logiquement le revendiquer quand on voit des garçons comme Jeremy Grant qui sont partis à Détroit pour 60 millions sur 3 ans. Ce genre de joueur, on peut logiquement penser que Gary peut aspirer à cela. Toi, Julien, ouais, est-ce que tu as envie de réagir au propos de Romain? Évidemment, là, quand tu nous as posé la question, oui, s'il fallait le faire vraiment aujourd'hui, ce serait un peu bizarre, et oui, au niveau de messages envoyés à Lillard ou même au niveau de la dynamique d'équipe. Mais je pense que ouais, Gary est un peu plus complémentaire. Il a moins besoin du ballon pour vivre que CJ McCollum, qui croque quand même bien la balle. Donc, ouais, pour moi, Gary reste le choix le plus intéressant sur le futur et on ne sait jamais, peut-être il peut encore progresser encore plus que ce qu'il est aujourd'hui, quoi. Devenir un meilleur joueur que ce qu'il est aujourd'hui. Mais Romain, tu en parlais justement que McCollum a des compétences qui ne sont pas faciles à trouver dans la ligue. Et notamment, il a notamment des compétences qui se voient surtout en play-off. On l'a vu ces dernières années. C'est pas forcément, bon, c'est moins vrai cette année, mais c'est pas forcément un grand joueur de régulière. Mais on voit qu'en play-off, il est capable de grandes choses, d'élever son niveau et sa création de tir fait grand bien. Mais c'est aussi que je pense que on peut plus facilement remplacer un Gary Trent Jr. Même si on voit qu'il est plus qu'un joueur qui défend, qui met des trois. On sait pas vraiment jusqu'où il peut s'arrêter, mais je me dis qu'il est plus remplaçable qu'un McCollum dans l'immédiat, voire même à la prochaine intersaison. Même si là, c'est vrai que Gary, j'ai jeté un coup d'œil aux statistiques. Il est sur les 15 derniers matchs à 59% de true shooting. C'est complètement indécent. Il a 3 points et il a 15 sur 29 sur les pull-ups à 3 points. C'est des moyennes de Damian Lillard, quoi. C'est vrai que ça. Je veux bien entendre les arguments pour dire qu'on peut garder Gary. Surtout, voilà, c'est la forme qu'il a en ce moment plaide largement en sa faveur, mais je me dis que McCollum apporte ces choses en plus. Et puis il y a aussi le fait c'est important dans une ligue comme la NBA d'avoir plusieurs stars, et on le dira jamais assez, mais en playoff, quand ça va trapper sur Lillard, si on n'a pas de McCollum à côté,
J'adore Gary, mais je le vois pas vraiment faire des différences face aux autres défenses. Donc, vas-y, Romain. Ouais, sur ce point-là, je te rejoins. C'est vrai que, alors après, typiquement, ça dépend ce que tu as en contrepartie de CJ, mais si tu l'as CJ, tu n'as plus qu'un seul playmaker. Et là, pour le coup, c'est très dangereux parce que du coup, il n'y a que Dame qui peut vraiment mettre le ballon, en gros, qui peut vraiment créer quoi, pour les autres. Donc ça, c'est vrai que ça serait très, très chaud. Euh, mais en fait, la question, c'est toute la question, c'est pas en fait, c'est pas tellement en fait un duel CJ Gary, mais plutôt qui irait le mieux avec Dame en fait. Et, euh, et c'est vrai que le côté défensif de Gary, en fait, je pense qu'il nous rassure aussi. Je pense que c'est ça aussi, parce que peut-être que si on était une meilleure équipe défensive et, et que en fait, bah, on avait 6 gems et qu'on défendait bien, on se poserait peut-être pas trop la question. Mais c'est vrai que comme on continue d'être un peu dans les bas-fonds de la NBA en défense, on aimerait bien enfin avoir un peu on va dire, entre guillemets, un stopper défensif sur les lignes externes. Je suis pas sûr que, enfin, Gary, c'est pas non plus Marcus Smart, mais c'est vrai qu'il peut-être qu'il nous apporte aussi un peu de, voilà, il nous rassure, quoi. Ouais, et c'est vrai, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est pas dans les chiffres, ça se retranscrit pas forcément l'impact, enfin le meilleur impact en même temps. Le meilleur impact de Gary en défense, c'est pas un seul joueur qui vous change votre visage défensif, mais on est un peu meilleur dans le classement au niveau des équipes, mais je crois qu'on encaisse un point de plus au defensive rating sur les derniers matchs. Donc ouais, ça se retranscrit pas forcément. Et et il y a une question qui va se poser, c'est notamment celle de Jaeger. Euh, il se pose la question notamment de ne faudrait-il pas continuer à responsabiliser autant Gary Trent Jr. quand McCollum va revenir, parce qu'on sait qu'en début de saison, justement, c'était un petit peu compliqué d'allier les deux, surtout quand McCollum était en feu. Alors, il jouait encore plus de minutes qu'il ne pouvait le faire auparavant. Comment vous voyez justement quand McCollum va revenir, comment Terry Stotts va adapter? Est-ce qu'il va se dire qu'il va jouer plus de small ball en mettant à la fois Dame, CJ et Gary, mais en même temps, il y aura probablement le retour de Nurkic, donc difficile à concilier. Qu'est-ce que tu en penses, Julien? Non, bah, je pense qu'il Est-ce que le temps de jeu de Gary va un tout petit peu rebaisser quand McCollum va revenir? oui, c'est sûr que je pense qu'il va baisser, mais après, il sera le leader du banc. Je pense que ce sera la première option du banc devant Melo. Donc, on aura quand même on aura quand même du small ball. Mais oui, tu es obligé de lui donner moins de responsabilité avec un McCollum qui, comme je le disais, a besoin du ballon pour vivre et pour montrer vraiment tout son talent, quoi. Et il y a une question de Sebigno, justement, au lieu de penser à séparer Lillard d'un de ces deux joueurs, est-ce qu'il demande si Gary est vraiment le complément idéal à Dame et CJ? Romain, tu le penses que c'est vraiment le joueur idoine à mettre à côté des deux stars de Portland? Ben, Il y moi, a je un dirais petit, comme, un petit souci sur la taille, on va dire. ouais, c'est ça, c'est ça. Il nous faudrait, dans l'idéal, vraiment, l'idéal de l'idéal, quoi, il nous faudrait un, Un Gary un, avec deux un- têtes de plus. voilà, c'est ça, il faudrait un scoreur à l'intérieur, quoi. Alors, on a Melo, mais en fait, il nous faudrait Prime Melo, quoi. Mais, euh, mais ouais, il nous faudrait un scoreur à l'intérieur, un mec qui, euh, parce qu'on a vu que même en playoff, quand Dame est trappé très haut, etc., même quand il a lâche à CJ, en fait, les équipes, elles font ce choix-là de dire, bah, ok, c'est CJ qui nous tuera, et puis voilà. Alors que je pense que si on avait un mec à l'intérieur capable d'apporter un scoring, mais du coup différent, je pense que ça changerait vraiment beaucoup de choses à cette équipe, quoi. Donc, Gary, il a un peu un profil finalement un peu trop similaire pour être juste le meilleur complément de CJ Dane. Et puis petite dernière pour conclure sur ce vaste sujet, c'est une question de Corentin. JTG potentiel MIP cette saison. En tout cas, il toque fort. J'ai pas en tête les concurrents en fait, mais franchement, pourquoi pas, hein, ça serait cool. Donc toi, Julien. Après,
c'est un des rares trophées où t'as pas le bilan collectif qui compte. Donc un mec comme Jeremy Grant, c'était tout à l'heure, qui a quand même step up, même Cristiano aujourd'hui, Ouais. c'est du 20-10 tous les soirs. Donc, c'est quand même tendu. Je pense qu'il reste encore le favori. Ouais. T'as Jalen Brown aussi, qui est costaud à Boston, même s'il est un peu dans le creux en ce moment. Non, t'as quand même du monde. C'est pas le premier, mais oui, il toque. Ouais, et puis surtout, je pense, un petit truc qui pourrait jouer en sa défaveur dans ce trophée, c'est que il a déjà commencé à bien step up l'an dernier, enfin, sur la moitié de saison dernière. Et au final, là, il est juste dans la continuité, bien sûr, en progression, mais de ce qu'il pouvait faire l'an dernier. Donc, je pense que ça joue un petit peu en sa défaveur pour le moment. Donc, je pense qu'on est unanime. Ça sera pas pour lui cette saison. Je pense un garçon comme Jeremy Grant peut vraiment postuler pour ce trophée. Et maintenant, bon voilà, on va sortir de ce thème. On va un peu laisser Gary Trent Jr. et CJ McCollum tranquilles parce que là, leurs oreilles ont dû siffler fort du côté de l'Oregon. From potentially picking up their 5th consecutive win. Trying to close it out against the Thunder. Damian Lillard. Why not? Why not? This is an MVP performance. Et on va parler d'un autre joueur qui est un peu l'une de ses seules déceptions de ces derniers jours. Je parle évidemment de Rodney Hood. C'est une question de Ficus Crumble. Alors, qui le condamne un peu déjà. Quelle suite donner à ce joueur dont le contrat est relativement onéreux vis-à-vis notamment de son niveau actuel? Qu'est-ce que tu en penses, Julien, de Rodney Hood qui, on le rappelle, revient d'une blessure d'une rupture du tendon d'Achille et malgré quelques bons matchs, notamment c'était face aux Sixers, qui, on sent, a vraiment du mal à retrouver le niveau qu'il avait pu afficher la saison dernière. Ouais, bah moi, personnellement, j'aurais été surpris qu'il retrouve directement son niveau de l'année dernière. Hein. Je ne le trouvais pas dans un tendon d'Achille comme Kevin Durant. Donc, oui, c'est sûr, c'était sûr qu'il allait avoir une baisse. En soi, moi, je suis assez confiant pour Rodney Hood. Je pense qu'il va quand même retrouver son shoot. Il a fait ça toute sa carrière. À mon avis, il va retrouver son efficacité. Et puis en soi, son contrat, c'est 10 millions. Donc, c'est pas non plus pas non plus un Chandler Parsons bis, quoi. Ça, même si tu veux le trader, ça reste tradable et tout. Donc, non, ça, pour moi, c'est pas non plus un poids mort dans le salary cap de Portland, quoi. Et toi, Romain, on avait donné notre avis il y a 15 jours sur Rodney Hood, mais toi, qu'est-ce que tu en penses de l'ancien joueur d'Utah? Ouais, je suis d'accord avec Julien. Il est tradable, quoi. Donc, à partir de ce moment-là, pour nous, c'est pas franchement un poids. C'est vrai qu'il est pas bon, mais en fait, typiquement, c'est typiquement le genre de joueur, dans un match où tu es en galère, il va venir et puis tout d'un coup, ça sera ce jour-là où il va te mettre 15 points, il va te faire, il va te changer le match. Donc, non, pas vraiment inquiet. Enfin, pour l'instant, je pense qu'on peut largement finir la saison comme ça me dérangerait pas. Ouais, d'autant que je pense Ficus c'est un peu sévère avec Rodney. Il a quand même un contrat, cette année, c'est 8 millions. Donc, bon, ouais, quand on se dit que, voilà, je pense qu'il faut lui laisser un peu de temps. On a vu c'était face à New Orleans où il a dunké et on a vu vraiment toute l'équipe réagir sur ça. Je pense que ce genre c'est des petites étapes, mais pour un joueur qui revient d'une blessure si importante, enfin, si grave, notamment pour un joueur de basket, ça peut permettre de regagner de la confiance. Et puis on l'a vu, on a vu que sur certains matchs, voilà, j'ai parlé de celui face à Philadelphie quand il y avait notamment de nombreux absents, il n'a pas perdu son basket. Il est toujours capable d'imposer son jeu à mi-distance. Mais là, voilà, il faut qu'il fasse avec un effectif bon et notamment des joueurs qui, peu importe, on parlait de Nasir Little, voilà, et lui, il rentre quelques minutes, il est tout de suite bon. En fait, il faut que Rodney Hood, il a de la pression derrière, il a des jeunes qui tapent, donc il sait aussi que il faut qu'il soit bon. Et puis voilà, il a les tirs, donc au bout d'un moment, sa qualité de shoot de l'an dernier, avant qu'il se blesse, qui était autour des 45%, elle ne s'est pas envolée du jour au lendemain. Ça c'est quelque chose normalement qu'il devrait garder. Donc oui, on peut avoir quelques inquiétudes, mais je pense que au fur et à mesure de la saison, ça va s'améliorer. Il a déjà eu un bon rôle dans cette équipe, donc je me dis que
que Terry Stotts va réussir à trouver le moyen de le faire mieux s'intégrer justement. Et tu parlais d'un contrat qui est potentiellement tradable. Son contrat est vraiment très bon pour le mettre dans un potentiel échange parce que alors je me suis trompé. En vrai, c'est vraiment 10 millions. J'ai dit 8 millions, mais voilà une bêtise. Mais l'an prochain, c'est 10 millions, mais c'est une team option. Donc vraiment, même si pour une équipe, tu peux vraiment le donner, et puis après, elle fait le choix de le garder ou pas. Donc c'est pas comme si c'était une player option. C'est vraiment un contrat qui peut être bougeable. Ça m'étonnerait, à moins qu'on trouve quelqu'un d'intéressant sur le même poste. Et justement, on va rester sur le même poste. C'est une question de May Leven qui nous demande de faire déjà un choix. Ça va peut-être être dur, mais plutôt DJ. Alors plutôt, je recommence. Plutôt le duo DJ Rocco ou l'ancien duo d'ailier qu'on a pu connaître il n'y a pas si longtemps à Portland, Harkless Aminu. Et il nous donne son avis perso. Je trouve que Jones Jr. et Covington sont plus fiables à 3 points en fin de système, en plus de leur hustle en général. Je pense que s'il avait posé la question là, il y a 2 semaines, il n'aurait peut-être pas dit la même chose, notamment à propos de Covington. Mais c'est vrai que Romain, que les deux, et notamment Covington, on l'a déjà un peu mentionné, sont en nette progression depuis quelques semaines maintenant. Ouais, Alors, mais perso, ça, mais du coup, Rocco DJ ou Aminu Harkless? ouais, Rocco DJ. Ouais. Rocco DJ parce que c'est vrai qu'après on n'a pas retrouvé cette stabilité défensive que nous avaient apporté Aminou et Harkless, mais tu sens que par contre, ils ont des trucs, des instincts où parfois, ouais, ça peut faire basculer une rencontre, quoi. Je pense hier à un contre de DJ sur Bill où il contre, il a même pas shooté en fait, Bill. Il a mis la main sur le ballon pendant qu'il shootait. C'est le genre de truc qu'on voyait pas du tout avant, quoi. Et offensivement, alors je trouve qu'on les utilise pas encore de la manière optimale, mais le potentiel est au-dessus pour moi. Et toi, Julien? Toi aussi, si tu es sur le nouveau tube de l'année 2021, DJ Rocco. Non, oui, complètement. Moi aussi. Des cadres, pour moi, Rocco est le meilleur défenseur, parce qu'on parle quand même de 4 défenseurs, et Rocco est le meilleur des 4 pour moi, assez largement. Et il va t'offrir peut-être un peu plus de garantie offensivement, notamment à 3. Donc, non, pour moi, Rocco DJ, largement, quoi, par rapport à Mino Herpes. Je pense que j'irai dans la même direction de vous, mais je vais attendre pour moi, le révélateur, ce sera les playoffs. Parce qu'on a vu que Ouais. c'est ce qui pêchait avec Mo et Chiefs. On les laissait ouverts à 3 points, de manière volontaire par les équipes adverses, et ils ne rentraient pas les tirs. Donc, c'est ça qui posait problème à Portland. Et je pense, c'est les mêmes profils de joueurs à peu près, que les équipes feront la même chose avec Covington et Jones Jr. Donc, ça déterminera dans leur capacité à sanctionner de loin. Parce qu'on sait que c'est toujours, on se dit, ils sont ouverts, donc logiquement, ils devraient les mettre, surtout quand c'est des joueurs qui tournent à 35-36%. Mais c'est une approche on n'en parle pas souvent, mais c'est une approche mentale de se dire, ah ouais, l'équipe adverse me laisse complètement ouvert. Ça veut dire qu'il y a une certaine pression à être obligé de mettre son 3 points. Sinon, tu pénalises gravement ton équipe. Donc, je pense qu'on pourra définitivement se prononcer à ce moment-là. Et ouais, je suis d'accord avec toi. Juste pour finir, on semble enfin avoir vraiment trouvé le rôle de Covington en défense, mais on sent que pour Jones Jr., on se cherche un peu. Et lui-même aussi, on ne sait pas trop. On le met sur le porteur de balle adverse. Des fois, on le met en weak side. Je le trouve intéressant dans la zone. Donc, à voir. Ouais, c'est vrai qu'il y a encore un peu un reproche qu'on fait à Giles, mais qu'on peut faire aussi à Jones Jr. C'est un peu ce manque de force, des fois, par rapport à des ailiers. Même, j'ai trouvé en grande difficulté face, par exemple, à un Brandon Ingram, qui n'est pas forcément réputé pour la puissance qu'il dégage. Donc, à voir. Et vas-y, Romain, je te laisse conclure sur ce point-là. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi sur DJ, c'est que on l'a vu parfois ouais, comme tu as dit, sur le porteur de balle adverse, et je l'ai pas trouvé non plus ultra efficace. C'est pas un stopper, quoi. Je sais pas comment dire. Il est vraiment intéressant sur tout ce qui est style, contre, etc. Mais c'est vrai que sur l'homme, j'ai encore des doutes. Et Le pareil plus en intéressant en attaque. bout de chaîne pour le moment. Ouais. Et en attaque aussi, j'aimerais bien que euh, on l'utilise un peu comme un ailier classique, etc. Mais j'aimerais bien vraiment qu'on l'utilise comme une option offensive à l'intérieur, quoi.
Déjà, ça permettrait aussi un peu de balancer un peu notre attaque, comme on l'a dit au tout début de l'émission. Et aussi parce que je pense que ça peut, enfin, pour le coup, je pense vraiment que ça peut être une option typiquement en play-off, au lieu de juste ressortir sur un shooter à 3 points, aussi peut-être punir à l'intérieur par des paniers. Ok, c'est que 2 points, mais c'est genre 80% de réussite à l'intérieur. Et je pense que lui, il est capable vraiment de venir faire des vrais cuts, des vrais trucs. Et on l'utilise très peu, donc voilà, sentiment mitigé, mais il y a du potentiel, quoi. Il a 23 ans, donc franchement, j'y crois. Ouais, surtout que Eric Spoelstra à Miami l'utilisait un petit peu dans cette fonction d'intérieur hybride en jouant notamment le pick and roll avec ses joueurs. Après, c'est vrai qu'à l'intérieur, c'est assez blindé à Portland dans le sens où on file beaucoup de ballons à Kanter, on file beaucoup de ballons à Melo. Mais ouais, ça pourrait être une option, par exemple, de faire des pick and roll. Et après, tu vas me dire ce que tu en penses, Julien, mais je trouve on l'implique alors très légèrement, mais on l'implique de plus en plus, je trouve, en attaque. Il y a de plus en plus de systèmes où il fait un long mouvement son ballon pour essayer de venir terminer au panier, où Lillard essaye peut-être un peu plus souvent de le trouver sur des alley-oops. D'ailleurs, j'ai stat assez intéressante. J'ai vu que Derrick Jones Jr. sur les dunks, vous savez à combien il tourne en pourcentage? C'est pas ouf. Il rate beaucoup de dunks, non? Ah, c'est pas ouf. Il est à 75%. Donc en chiffre pur, c'est 22 sur 30. Et ouais, c'est un énorme dunker, mais en même temps, c'est l'un des dunkers qui a le moins de réussite. Bon, après, c'est parce qu'il tente aussi des choses parfois. Il a un peu, ouais, des fois, il coupe le cerveau quand il part au panier. C'est le cas de le dire. Mais qu'est-ce que t'en penses, toi, Julia? Tu aimerais aussi le voir un peu plus utilisé à l'intérieur, DJ? Ouais, bah oui, notamment avec ses qualités athlétiques, ça peut être un énorme atout. Mais des fois, il a un peu ce côté kamikaze. J'ai souvenir là, quand Philly, à un moment, il tente un poster, je sais plus quoi, sur toute la raquette. Bon, il le loupe, tu vois, mais il est pas loin. Et ouais, faudrait peut-être un peu plus cadrer, avoir des vrais systèmes pour lui, parce que tu sens qu'il est en bout de chaîne facilement, quoi. On ressort sur lui que s'il est ouvert, ou alors on va le trouver à l'intérieur que s'il est libre. Mais après, ça reste toujours un potentiel à développer, quoi. Il peut s'améliorer à 3. Athlétiquement, il va garder ces qualités-là. Au fil du temps, ce sera un joueur beaucoup plus complet offensivement. Donc, je ne suis pas spécialement inquiet, moi, le concernant. Et pour conclure sur Jones Jr., c'est vrai que aussi, il y a cette inquiétude. Alors, je parlais de l'inquiétude de voir ce que ça donnera en playoff. Parce qu'on a vu ce que ça donnait en playoff avec Miami. Et il a très peu joué l'an dernier lors de la campagne de playoff où le Heat a été en finale. Donc, bon, voilà, avec Portland, il jouera, ça c'est sûr. Aristote ne se passera pas de lui. En tout cas, j'en doute très très fort. Donc voilà, ce sera à voir et on va enchaîner parce que là, on est très en retard. Je pense qu'on va éclater l'heure d'émission, mais bon, c'est pas grave. On est là pour répondre à vos questions. Donc voilà, mais on va essayer d'aller quand même un tout petit peu plus vite. On va passer à un autre cas épineux. C'est celui de Terry Stotts. J'étais curieux de voir des questions à ce sujet parce que je me suis dit qu'avec la belle période actuelle des Blazers, les questions allaient peut-être être éludées à son propos. C'est Serra Boca qui nous demande quid de Terry Stotts et de son approche de la défense. Est-ce pas cela notre plafond? Alors on en avait déjà discuté la semaine dernière, notamment, enfin il y a 2 semaines dans le dernier épisode, c'était un des gros sujets du podcast. Donc vous n'étiez pas là, Romain et Julien. Donc j'aimerais bien votre avis, vous, sur Terry Stotts et justement voilà son approche de la défense. Qu'est-ce que tu en penses, Julien? Est-ce que tu penses que comme notre auditeur, c'est un peu la limite de Terry Stotts en tant que head coach? Après, il fait avec ce qu'il a, on lui donne pas non plus. Ok, il y a le duo qu'on connaît, DJ Rocco. Quand tu as Crowder en 5, tu as beau être un génie défensivement, tu sais que tu vas prendre la misère sous le panier, quoi. Donc, On évidemment, a vu avec Brad Stevens l'an dernier. Donc il ne le faisait carrément pas jouer du coup. Mais voilà. Donc, bon, c'est un peu facile de taper sur le coach, mais je pense pas que ce soit lui vraiment le réel problème à nos lacunes défensives, quoi. Et toi, Romain? Je suis un peu plus mitigé. En fait, ce qui m'inquiète le plus, c'est le manque de progrès. Parce que il me semble que c'est dans le dernier Ripcast où vous aviez dit qu'il y a eu des saisons où on a fait des bonnes saisons défensives, où on était
top 15. Je crois qu'il y a même une top 10 une fois en défense. Donc, ça veut dire qu'il est capable. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe quoi, entre l'année dernière et cette année où il y a aucune progression quasiment quoi, et pourtant il y a quand même un peu plus de matos. Alors c'est vrai en ce moment il n'y a pas Nurk, donc ça c'est un peu c'est difficile de le juger, mais du coup je me pose des questions pourquoi il n'y a pas de progression, et il l'a déjà fait dans le passé, alors pourquoi on n'arrive pas à progresser, ouais, c'est la question que je me pose. Ouais, c'est vrai qu'on tâtonne défensivement. Après, il essaye pas mal de choses. Il est un peu sorti. Voilà, il était un peu obligé avec l'absence de Nurkic. Il est un peu sorti de sa tactique en drop. On sent que les Blazers essayent beaucoup de choses. Ça marche pas forcément. C'est un peu selon d'un match à l'autre, ça se suit pas forcément. On sent que ça dépend un peu du momentum de la rencontre. Ça fait des fois de la zone, ça fait des fois des trappes très agressives, chose qu'on voyait pas forcément auparavant. Mais ça marche pas forcément parce que bon, je vais pas répéter ce qu'on a dit la semaine dernière, mais en termes de communication ou en termes de QI défensif, tout simplement, il y a des joueurs qui sont pas au niveau d'un Rocco ou d'un DJ. Donc voilà, ça tâtonne. Est-ce que ouais, c'est peut-être le plafond de Stotts en tant que coach, mais peut-être faudrait-il le voir voilà, avec un meilleur effectif. Donc voilà, on va passer à la question suivante. Ouais, peut-être, je vais la poser. Voilà, c'est Lucas qui nous demande quel coach à la place de Stotts carrément. Il nous vire déjà Terry du banc alors que ça fait de si nombreuses années qu'il y est. Bon, pas la peine forcément de sortir un. Si vous avez un nom en tête, très bien, mais si vous n'en avez pas, on peut passer la question. C'est difficile d'extrapoler là en pleine saison. Non, ouais, c'est clair. Enfin, c'est pour ça, en plus de virer Stott, ok, mais pour qui, à moins que tu as négocié à une piste d'un coach en G-League comme ça, à la Nick Nurse, mais bon, enfin, tu Mais crois en cours rien. de saison, c'est très compliqué Ouais, de c'est envisager ça en compliqué. cours de saison. C'est dur de faire ça comme ça. Ouais. Et d'autant que c'est je lisais ça sur Twitter, notamment de la Blazers Nation. Là, avec la série de victoires que viennent de faire les Blazers, je pense qu'on est plus proche d'un Terry Stotts coach de l'année que d'un Terry Stotts viré en cours de saison. Bon, voilà, les deux sont, à mon avis, bon, on sait jamais, coach de l'année, ça peut aller, hein, si ça continue comme ça. Vous pouvez croire, mais en tout cas, virer Terry Stotts en cours de saison, sûrement pas. En fin de saison, la question va peut-être se poser en fonction de l'issue finale. Et on va passer à un autre cas intéressant, mais bon, on parle encore d'un blessé. Voilà, décidément, ça déchaîne toutes les passions. On parle notamment de Youssouf Nourkic. C'est Simon, un des rédacteurs du site, on le salue, qui nous demande, qui se pose des questions sur l'avenir de Nourkic au sein de la franchise, son rôle. Est-ce qu'on doit continuer de construire autour de lui? Il nous ouvre le débat, dit-il. Eh bien, ouvrons le débat sur Nourkic. À toi, Romain. C'est une bonne question parce Et que je pense que c'est une question qui vient par rapport à son début de saison mitigé, des blessures qui se répètent. ouais, Et c'est une question qui a du sens en soi de se poser la question de Nourkic au sein de l'effectif des Blazers. bah ouais, c'est clair, c'est clair. Bon après, j'ai envie de dire que je vais essayer de prendre le Nurkic au top, quoi. Parce que c'est sûr que s'il se blesse chaque année, ça va être un problème, mais on a envie de le juger sur son max, quoi. Et même sur son max, en fait, j'ai envie de dire, il y a des questions parce que, euh, enfin, si on regarde les dernières équipes qui ont performé en playoff, des pivots peu mobiles, euh, en défense, quoi, c'est vrai que ça devient de plus en plus rare, quoi. Et on est déjà pas hyper bon en défense. Et c'est vrai que moi, c'est cette question-là que je me pose. C'est est-ce qu'on peut vraiment aller loin avec Nurk en défense, même s'il est plutôt bon, en fait. Mais il va devenir une cible. Plus les tours passent, plus en fait il va devenir une cible parce que ça va vouloir switcher pour le jouer, etc. Donc, ouais, moi aussi, je me pose la question. Après, c'est vrai que pour l'instant, il est payé 12 millions, je crois, il me semble. Oui, ça c'est Pour le coup, c'est un super contrat pour ce qu'il produit, quoi. Et en attaque, bon, j'ai pas de souci, mais c'est la question défensive en playoff. Ouais, puis c'est une question au final
qui va se poser parce que tout le secteur intérieur va être un moment charnière à l'intersaison. Zach Collins qui pourrait se voir proposer une qualifying offer, qui est blessé cette année en plus, ça aide pas à juger. Enes Kanter, c'est un contrat juste pour cette année. Harry Giles, pareil, c'est du minimum cette année. Donc, il y aura potentiellement un secteur intérieur à reconstruire. Et c'est vrai qu'en plus, tu le disais, Romain, l'année où les Blazers vont en finale de conférence, Nurkic n'est pas là. Donc, est-ce que ça peut jouer on se dire, est-ce qu'on a vraiment besoin de lui toi, qu'est-ce que tu en penses, Julien? Est-ce que tu gardes confiance en Nurkic ou est-ce que peut-être à la fin de saison, tu envisages de changer? Non, moi j'ai totale confiance en Nurkic. Je pense que quand même on a bien vu son apport quand il est revenu dans la bulle. Ça nous faisait quand même bien plaisir de l'avoir, notamment pour aller gratter le spot en playoff. Alors ok, après on se fait sortir par les Lakers, mais bon, enfin, des futurs champions. Et là, début de saison, bon, visiblement il a eu des problèmes physiques. Donc là, blessure là, mais il a eu des problèmes pour commencer la saison. Il paraît qu'il a eu des problèmes personnels. Donc il n'y a peut-être pas forcément la tête au basket. Donc voilà, ces mauvaises performances peuvent s'expliquer par ça. Donc moi, non, si j'ai un Nurkic à 100% concerné tout dans le basket, un Nurkic en plus à 12 millions, 13 millions, moi je garde tous les jours. Et c'est peut-être une question que je pense Neil Locher va se poser l'an prochain, lors de la trade deadline de l'an prochain. L'an prochain, Nurkic sera dans sa dernière année de contrat. Elle est fixe, garantie à 12 millions. Donc c'est peut-être à ce moment-là qu'il se posera la question. Donc voilà, on peut enchaîner justement, on en parlait. Rapidement, Zach Collins, c'est Julien voilà, qui nous demande que faire de Zach Collins, alors il nous dit en fin de contrat cette saison, pas tout à fait. Donc Portland voilà, peut proposer une qualifying offer à Zach Collins, libre à lui de l'accepter ou non. Alors peut-être deux questions pour vous. De un, est-ce qu'on lui propose? Et de deux, est-ce que Collins va l'accepter? Je pense la deuxième est facilement répondable. La première, bon, je pense. Dites-moi ce que vous en pensez plutôt, Romain. Est-ce qu'on on l'a pas vu cette année, alors est-ce qu'on lui redonne entre guillemets une dernière chance? Moi, je pense qu'il faut parce que en fait, tu vas le laisser partir contre rien. Ce serait dommage en fait. Même si tu le signes, il va pas signer un énorme contrat. On Le aura la qualifying place. offer, c'est 4,5 millions. Ouais. Et même s'il la refuse et qu'au final après, on lui donne un contrat, ça sera pas beaucoup plus. Ouais, parce Et qu'il sera très peu susceptible d'avoir des offres bien supérieures. ouais. Et du coup, on a tous ses droits et tout. Donc, enfin, pour moi, ça pose aucun problème de lui offrir un contrat. Et en fait, c'est tout bénef pour nous parce que si on lui offre un petit contrat, s'il explose, c'est génial pour nous. Et après, s'il explose pas, on le tradera au moins, mais on le perdra pas pour gratuit. Donc pour moi, il faut absolument lui proposer quelque chose. Quelque chose à rajouter, Julien, ou sur la même longueur d'onde? Ouais, non, complètement d'accord. Alors, en plus, Dieu sait que je suis pas fan de Collins depuis ses débuts. Et voilà, je pense que lui, il est pas stupide. Il se doute bien qu'il a beaucoup de choses à prouver, beaucoup de choses à montrer. Donc, il va pas demander il va pas demander un contrat que Gary Trent pourra demander, par exemple, à l'été prochain. Donc, ouais, non, pour moi, faut lui proposer la qualifying à 4 millions. Et on entame les dernières questions de cet épisode du Ripcast spécial FAQ. Et une question un petit peu particulière. Alors, il y a deux questions qui se rejoignent, un peu celle d'Emeric et de Kamavin Crack, pardon. Qu'est-ce qu'il manque à cette équipe, en parlant bien sûr de Portland, pour aller au bout cette saison? Je pense qu'en parlant du bout, voilà, et c'est Kamavin Crack qui confirme. Est-ce que cette saison n'est pas l'ultime saison pour le titre, ou en tout cas essayer d'aller le plus loin possible? Je pense qu'il manque beaucoup de choses encore à cette équipe des Blazers pour aller au bout, mais si vous devriez sortir une chose, et en allant peut-être plus loin que la défense, en ciblant vraiment quelque chose de particulier, qu'est-ce que ça serait pour vous, rapidement? Un vrai préparateur physique, peut-être, pour éviter les blessures. Non, et sinon, non, ils m'ont une véritable troisième star et plus précisément peut-être à l'intérieur, une véritable menace à l'intérieur, je dirais. J'allais dire ça, donc je vais dire autre chose. Je dirais un vrai stopper extérieur.
Ouais, ça, c'est des choses qui reviennent souvent. On n'est pas surpris. Et justement, Julien, je vais te relancer là-dessus. Tu en parlais d'un préparateur physique pour éviter les blessures. Et c'est Carpe Diem qui nous demande cela. Quelle est la raison des séries, des blessures en série plutôt, depuis des années? Ça, c'était déjà le cas l'an dernier. Ça continue cette année. Et ça a toujours été un peu dans l'historique de Portland. Il y a une raison. Bon, il y a une raison cette année, peut-être la particularité de la saison en mode Covid. Mais comment tu te l'expliques, toi, que Portland soit maudit? Le cimetière indien, peut-être? Ah, j'en sais rien du tout. Je sais pas si c'est la bouffe là-bas qui est mauvaise ou quoi. J'en sais rien du tout. Donc, Bon, non, globalement, aux États-Unis, c'est pas ouf. Hein, donc, ça. ouais, il y a peut-être des États qui s'en tirent mieux. J'en sais rien. Mais non, bah, ouais, franchement, je peux pas te dire la chance. J'en sais rien du tout. De toute Tous les manière, ans, tous les ans, il y a des merdes, quoi. de toute manière, Florent vous l'a dit, si vous êtes un fan des Blazers, eh ben, il faut faire avec. Il y aura des blessures, c'est comme ça. Il faut se le mettre dans le crâne. Il y a pas à chercher. C'est ce qui fait aussi la beauté aussi quand on voit des joueurs revenir. D'autres, on les voit pas revenir. On pense notamment à Greg Oden, mais voilà, ou à Biroy, voilà. Bon, là, on va zapper cette question. Trop de mauvais souvenirs qui ressurgissent. Et on va passer. Il y a quelques questions historiques. Et ça fait plaisir qu'on puisse aussi se remémorer certains souvenirs de nos Blazers. C'est Celtics France qui nous demande cela. Alors Celtic France, c'est celui @CelticFra qui nous demande et il nous parle des Blazers de 2014, notamment ceux avec c'était la belle équipe avec notamment notre Français Nicolas Batum, à l'époque la Marcus Aldridge, il y avait également Robin Lopez qu'on a affronté il y a pas si longtemps que ça face à Washington, également Wesley Matthews, et il nous demande si justement ces Blazers de 2014 qui avaient notamment battu Houston, on s'en rappelle tous, le buzzer de Lillard au premier tour des playoffs, et s'ils étaient restés tous ensemble, quel aurait été leur potentiel maximal, sachant que ce potentiel a donc été une demi-finale de conférence. Est-ce que vous auriez pu voir mieux pour ces Blazers d'il y a 5-6 ans, Romain? Je dirais, allez, une finale de conférence, grand max. Et toi, Julien? Ouais, exactement pareil. Tu avais Golden State qui commençait à préchauffer. OKC avec Durant. Non, je pense que ça aurait été les Spurs, pour être encore eux. Donc, non, je pense que finale de conf aussi. Ouais, je pense même moi, je pense cette demi-finale de conf au final, parce que Lillard a pas le niveau, enfin n'avait pas le niveau à l'époque. En même temps, il débutait, enfin c'était les débuts de sa carrière. Il n'a pas le niveau qu'il affichait maintenant. Et puis ouais, et puis ça manquait un peu de banc sur cette équipe. C'est vrai que je pense qu'on avait atteint ce potentiel maximum. Et justement, c'est pour ça aussi que l'année d'après, enfin alors, ça dépend comment on voit ça, parce que la demi-finale de conf c'était 2013-2014. Mais ensuite, on fait un premier tour l'année suivante. Mais justement, en 2015, on trade Nicolas Batum. On sentait qu'on avait tourné une page. Après, c'est le départ d'Aldridge. Donc, on sentait que ce groupe avait vécu, que voilà, il fallait passer à autre chose. Et là, on rembobine encore plus loin que 2014 et même beaucoup plus loin. Et c'est la pénale touche. C'est notamment Martin qui est également rédacteur sur le site. Ils nous ont aidé à avoir des questions pour cette FAQ. Et qui là nous demande juste notre avis personnel en tant que fan des Blazers. Est-ce que vous préférez Bill Walton ou Clyde Drexler? Moi, je réponds tout de suite et sans hésitation Bill Walton. Est-ce que l'un d'entre vous serait plutôt Clyde Drexler, par exemple? Non, personne. Alors pourquoi Bill Walton, justement, Julien? Non, bah, déjà, il a rapporté un titre à la franchise. C'est pas faux, Et puis, non, ça joue beaucoup quand même, ça. non, et puis bah, ce côté un peu touche à tout, c'était un grand pivot, mais qui était quand même très bon avec le ballon. Il faisait beaucoup de passes, bon rebond, bon en défense. Donc là, il était vraiment touche à tout. Et puis, ouais, il a l'air quand même un peu plus charismatique que Clyde Drexler. Ouais, c'est peu de le dire, ça. Romain, toi? Ouais, bah non, mais pareil, au niveau du personnage, ça serait plutôt Bill Walton. En plus, des fois, on le voit et enfin, il m'a l'air hyper. Moi, je sais pas, c'est un mec qui rayonne en fait. Des fois, on le voit même maintenant en fait. Donc, et en plus, bah, Drexler, lui, maintenant, c'est plutôt un Rocket. Donc, on pardonne pas franchement. Après, si je dois contrebalancer un peu, c'est vrai que au niveau du jeu, quand même,
Clyde, c'était quelque chose, les dunks et tout. D'accord avec toi. Ouais, c'est vrai que plutôt sur le jeu, je serais Drexler parce que c'était quand même comme dans un style bien différent, mais un peu comme McCollum, un esthète de la balle orange. C'était vraiment très agréable à le regarder. Il était malheureusement dans l'ombre de Jordan, mais c'était un très beau joueur de basket à regarder qui a été très très fort sur ses années à Portland. Alors pour le coup, les deux ont eu une fin d'histoire compliquée avec Portland, mais c'est vrai que Bill Walton est resté attaché à la franchise, on va dire. On le voit de temps en temps encore au bout de la franchise, et même dans cette période hippie aux États-Unis, il a été très investi, notamment où Portland, l'État de l'Oregon, était très investi dans ce courant. Donc on le voyait, et c'est là où ça se joue vraiment. Il y a vraiment une marge incroyable entre les deux en termes de charisme, entre Drexler qui plutôt un joueur, quelqu'un de très effacé, et Bill Walton qui, lui, c'est la grande gueule par excellence et qui n'en manquait pas une pour s'exprimer. Donc c'est vrai que plutôt Bill Walton, mais c'est vrai que Drexler reste un des joueurs phares de cette franchise. Et alors, avec cette question, je me dis que on s'en gardera pour un épisode, mais ça pose la question du meilleur joueur de l'histoire des Trail Blazers, notamment avec un certain Dame qui cause beaucoup. Mais ça, on s'en gardera pour une prochaine fois. C'est une idée très intéressante. Et petite dernière, voilà, alors là, qui n'est pas historique, mais je voulais la garder parce qu'elle est un peu d'actualité. C'est encore Ficus Crumble qui, décidément, a été très actif pour cette FAQ et qui nous demande simplement Lillard MVP cette saison. Alors, je vous pose la question, messieurs. Lillard MVP ou pas? Ça va être compliqué. On peut y croire, mais c'est toujours pareil, quoi. En fait, je pense que le pire pour lui, c'est d'être à l'Ouest, en fait. Parce que avec le même bilan à l'Est, je pense que ça le ferait directement monter dans les classements MVP parce qu'on se dirait, tiens, il est deuxième d'une conférence ou premier. Mais là, c'est vrai que même avec un super bilan, tu te retrouves 4, 5e, peut-être 6e. Et tout de suite, on regarde son dossier en se disant, il est fort, mais il est que 6e. Ouais, je te voyais aussi faire la moue, Julien. Même, Ouais, je pense qu'on est un peu on a tous la même pensée en parlant de Lillard et du MVP. ouais, non, trop compliqué pour l'instant. Il y a quand même des mecs devant, Embiid, LeBron. Enfin, voilà, il y a quand même encore quelques monstres à aller chercher, quoi. Et c'est vrai que j'y avais pas pensé à ça du fait de la conférence Ouest. C'est vrai qu'Embiid toque fort parce que ces Sixers sont en tête. Et pourtant, le bilan est pas fameux, hein, parce que si on compare le premier à l'Est, et je crois que ça correspond, le bilan correspond, je voudrais pas dire bêtise, mais ça correspond Quatrième, au quatrième voilà, ça correspond à au peu nôtre, près, en fait, quoi. à peu près. Donc, c'est sûr. Après, voilà, Lillard est depuis des années maintenant dans la conversation du MVP, c'est sûr, mais il y a plusieurs choses qui jouent en sa défaveur. L'aura qu'il peut avoir par rapport à des LeBron, même par rapport à des Embiid, et puis des saisons qui sont pas forcément toujours pleines du début à la fin, qui ont toujours pu être lui reprochées. Puis ça se voit rien que au niveau de l'aura. Pour revenir sur l'aura, ça a beaucoup fait débat la semaine dernière, mais le fait qu'il soit pas sélectionné au All-Star Game, déjà rien que dans la tête c'est peut-être rien, hein, mais rien que dans la tête des fans qui ne soient pas déjà au-dessus d'un Luka Doncic. Après, bon, on sait que les votes des fans, c'est toujours quelque chose de particulier, mais ça montre déjà que voilà, il a beau faire. Il faudrait vraiment que Portland soit dans le top du panier de la conférence Ouest, qui continue à faire à avoir, comme on dit aux États-Unis, des statements sur la saison pour raconter un peu cette story du MVP, mais bon, très compliqué. En tout cas, on aimerait bien. En tout cas, c'est le MVP de notre cœur, on va dire. Le MVP des Blazers, c'est, je pense, ça le plus important. Et c'est sur ça qu'on va conclure cette FAQ. Alors, on vous remercie d'avoir été si nombreux à nous poser des questions à la fois sur le compte d'Adrien Blazers FR, à la fois sur le mien, Blazers France. Merci à vous, messieurs, d'avoir été en ma compagnie pour répondre à ces questions. C'était très intéressant. Je pense qu'on a évoqué pas mal de sujets
ces derniers temps. Donc voilà, on espère que ça vous a plu. Et puis avant de nous quitter, on vous rappelle de nous suivre comme d'habitude sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur YouTube. N'hésitez pas à nous suivre, à nous liker, à nous laisser des commentaires justement sur des propositions. Voilà, on essaie de changer un petit peu les formats des émissions. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ou si vous voudriez d'autres formats. Et puis en attendant, je pense qu'on va se donner rendez-vous durant la pause du All-Star Break. Ça fera à peu près 15 jours et il y a un calendrier plutôt pas mal qui attend nos Blazers, à la fois des bons matchs, à la fois des matchs prenables. Donc je pense qu'on pourra un peu plus attester de cette équipe sans McCollum, sans Nurkic. Et donc on vous dit à dans 15 jours pour un nouvel épisode du Ripcast. Salut tout le monde.